J'étais toujours un petit peu dans la survie, qu'il fallait que je suive le moule pour pas mourir. Depuis toute petite, je prie, et je veux devenir nonne pour prier pour la souffrance de tous les êtres. Et là, je me dis, ouais bon, l'histoire de nonne, on va laisser de côté, je vais d'abord devenir star. Même dans la spiritualité, on peut être matérialiste en fait. Je prends les paroles de Jésus, c'est aime ton prochain comme toi-même ou ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. C'est le début du schmilblick. Je suis toujours dans la survie, quoi que je fasse. C'est à ça que vous devez juger votre gourou. Ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre mari. Merci beaucoup d'accepter de faire cette interview. Avec plaisir. Voilà, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter, nous dire qui tu es, un petit peu ton parcours, ton enfance, et puis qu'est-ce qui t'a amené avant d'arriver ici, avant d'être nonne bouddhiste, quel a été ton parcours? Oui, alors bonjour, je m'appelle Caroline Douce, je suis née en Iran et c'est déjà là que ça a commencé, mon histoire. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, j'ai eu un grave accident et après cet accident-là, j'ai dû rester alitée pendant longtemps. Et j'ai trouvé sur YouTube, un peu par hasard, une dame qui faisait des régressions. J'ai décidé d'en faire une. Et en fait, j'ai revu ma naissance dans les détails et les premiers moments de ma vie. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'ai vécu en conscience depuis le début. Que j'ai jamais été dans les nuages ou que j'ai... enfin, voilà. Donc, je suis née en Iran. Je sors du ventre de ma maman. On me présente à ma maman. Et là, je la vois, elle tourne la tête. Elle dit non. On me prend derrière. On me change, on m'habille. Là, il y a un blackout. Et pour finir, je me retrouve dans la rue. Et là, j'éclate en sanglots. Et je me dis, mais lève-toi et marche. Et je me rends compte que je ne peux pas me lever, pas marcher, que je suis un bébé. Et on me ramasse, on me porte. Et là, je me vois dans une mosquée. C'est la mosquée qui est à Shiraz. On m'a posée sur la place Chacherag. Et en fait, j'étais justement, après cet accident grave que j'ai eu il y a quelques années, voir sur Internet. C'était très précis ce que j'ai vu dans ma régression. Et je me suis rappelée de cette mosquée. Voilà, il y a des miroirs, il y a des... Voilà. Et puis, j'ai été un petit peu dans la survie depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Et je le suis encore, mais je le suis peut-être plus depuis 2 jours. Donc, je vais vous donner des détails après. Donc, voilà, je suis née en Iran. C'est un début difficile. Il y a quelques temps, j'ai revu l'appartement dans lequel j'étais en Iran. Je l'ai vu dans ma tête, mais c'était très précis. Les meubles, les murs, les affaires, et voilà. Et quand j'avais l'âge de 12 ans, une fois on est parti en vacances avec mes parents. On partait en France, on allait jusqu'à Biarritz, enfin voilà, de l'autre côté. C'est des heures de voiture. Et je leur ai dit une fois, mais maman, je me vois dans une voiture, dans les bras d'une dame, je vois son bracelet, et ça dure des heures, des heures. Et elle me répond, mais je sais pas, on sait pas ce qui s'est passé en Iran. Mais quand j'ai eu 20... Donc, oui. Excuse-moi, tes parents adoptifs? Oui. Parce que là, on ne comprenait pas. Oui. Ok. Donc oui. Tu as été adoptée? Oui, à 6 mois. Oui, en Iran, par des fribourgeois à l'âge de 6 mois, 6 mois et demi. Ok. Ouais. Et en fait, à 12 ans, j'ai cette réflexion-là. Et du coup... à 27 ans, quand je suis devenue danseuse professionnelle, je vous expliquerai après les difficultés que j'ai eues aussi par rapport à ma couleur. Je suis allée en fait à l'ambassade à Berne pour rechercher tous mes papiers, les papiers que mes parents avaient faits pour pouvoir m'adopter. Et en fait, là, je vois que je suis née à Shiraz, que j'étais adoptée à Téhéran. Et là, je décide de prendre une carte. On n'avait pas encore l'ordinateur, j'avais pas... Et je vois en fait qu'il y a beaucoup de kilomètres entre Shiraz et Téhéran. Et là, je me dis, ah, c'est ça, dans la voiture, si longtemps dans les bras d'une dame. Donc, si vous voulez, maintenant, je reviens au début de ma vie. Donc, je suis née à Shiraz, j'étais dans une voiture, j'ai fait le trajet jusqu'à Téhéran, ça a été plusieurs heures. À Téhéran, on m'a posé devant la pouponnière le croissant rouge avec un billet, avec mon prénom et ma date de naissance, sans nom de famille. Et puis là, mes parents fribourgeois
le nom de famille c'est Douce, sont venus à Téhéran pour m'adopter. Ils ont été aidés par la fille du directeur du Croissant Rouge, qui, elle, parlait parfaitement français. Ils ont été aidés par elle pour m'adopter. Ils ont eu des difficultés pour m'adopter, parce qu'on leur disait « revenez demain », l'hôtel était là, la pouponnière était là, il y avait 40 minutes à faire en voiture, il fallait payer la voiture, payer le traducteur, jusqu'à ce qu'ils retrouvent cette femme qui pouvait les aider gracieusement. Et en fait, mon papa a dû quitter l'Iran plus tôt, parce qu'il avait pris 1 mois pour m'adopter, et puis ça avait toujours pas marché, et il a dû laisser... il a dû faire une déposition comme quoi j'autorise ma femme à quitter l'Iran avec un bébé, enfin voilà. Et du coup, ma maman est restée avec cette dame et elles ont finalisé l'adoption. J'ai été adoptée, je suis venue à Fribourg, dans le quartier de Beaumont, où j'ai grandi. Donc là, en fait, j'ai grandi. C'était une très belle enfance. Il y a une chose qui est intéressante, c'est pour vous parler de la résilience, c'est qu'un jour, ma maman, vers l'âge de 10 ans, me dit, 6 ans, 10 ans, je ne sais pas quel âge, elle me dit, est-ce que tu as remarqué, est-ce que les copains te font des remarques par rapport à ta peau, ta couleur de peau? Car quand j'étais enfant, j'avais beaucoup l'air sri-lankaise en été, j'étais très noire, très, très bronzée. Et j'ai dit, ah non, non, fais-toi pas de soucis pour ça, personne n'a remarqué que j'étais iranienne en fait. Et ma maman a souri parce qu'elle a dit, effectivement, les enfants, ils en ont tous parlé à la maison, parce qu'à l'époque, il y avait 1, 2 Italiens à l'école et pas d'étrangers du tout. J'étais la seule. Et après, ils ont adopté mon petit frère, 3 ans plus tard, qui est venu de Colombie, ils sont allés en Colombie, voilà. Et en fait, moi, j'étais toujours dans « je veux me fondre avec les gens », je veux être comme tout le monde, je veux faire comme tout le monde. Et je me suis rendu compte, ces derniers temps, que j'étais toujours un petit peu dans la survie, qu'il fallait que je suive le moule pour pas mourir. Voilà. Donc, en Iran, j'avais pas eu assez à manger. Apparemment, j'avais le muguet, c'est un champignon dans la bouche quand on donne peut-être des biberons qui sont pas très propres ou comme ça. Et quand je suis arrivée en Suisse, physiquement, je paraissais 3 mois et demi, mais ma doctoresse à Fribourg a dit non, mais c'est pas possible, elle arrive à se retourner, elle se lève sur les mains, elle doit vraiment avoir 6 mois et demi, donc la date qui était sur son billet, c'était vraiment juste. Elle est vraiment née en décembre, enfin voilà. Et puis, les années passent, je vais à l'école secondaire, et là, en fait, il y a toujours cette peur, en fait, d'être rejetée par les gens. Donc, c'est vrai qu'à l'école secondaire, je suis facilement clown dans la classe. Je fais la première secondaire, après je fais la deuxième. Je répète la deuxième parce que j'ai été, je me rappelle, 27 fois à la porte en 3 mois. Et puis, je me rends compte qu'il y a toujours, j'ai toujours une connexion en haut. Je suis déjà très pieuse, déjà petite. Je priais le catholicisme, mais pas poussée par mes parents, pas du tout. Depuis toute petite, je prie. Et quand il y a des choses difficiles qui se passent, par exemple dans notre vie, un cousin avait fugué, j'ai beaucoup prié pour qu'on le retrouve. J'ai toujours voulu, plus tard, parce que j'ai toujours dit, dans la vie on peut tout faire avec l'esprit, et je veux devenir nonne pour prier pour la souffrance de tous les êtres. Ça, c'était très clair depuis le début. Alors à ça, vous allez rajouter, donc il y a la prière. Après, j'ai dit, je veux devenir actrice danseuse. Quand j'avais 12-13 ans, on m'a dit, va chez un orienteur professionnel. Et il me dit, oui, je vais te donner des dossiers. Donc, tu peux faire coiffeuse, vendeuse, ou bien secrétaire. Mais il n'y avait rien d'autre. Puis moi, j'ai dit, ah non, moi, je veux faire du cinéma, moi, je veux être star, moi, je veux être danseuse. Et puis nonne aussi. Et puis là, on m'a jamais comprise, en fait. Alors, du coup, arrivée à l'âge de 14 ans et demi, 14 ans, ouais, enfin, je répète la deuxième secondaire, et là, je me rends compte, parce qu'il y avait quand même une certaine intelligence, au moment où il y a un âge bête qui est terrible, il y a ces changements hormonaux, c'est extrêmement pénible, je me dis, mais là, tu vas rater ta deuxième secondaire. Ta deuxième secondaire, tu vas la rater. Tu fais trop la folle, tu vas trop à la porte, t'es pas à ton affaire. Et pourtant, tu as des capacités. Mais tu vas rater ta vie si tu continues. Oh, un jour, je rentre à la maison, puis je dis, papa, maman, j'ai trouvé la solution, il faut absolument que j'aille au pensionnat. Mes parents un peu choqués, interloqués. Comment? Pourquoi? Bon, oui, tu avais une cousine qui était allée à Châtel-Saint-Denis, à l'Institut Saint-François de Sales. Bon, si tu veux, bon, d'accord.
Donc, ils me mettent au pensionnat. Et là, j'intègre le pensionnat en milieu d'année, en fait. Et évidemment, j'arrive là-bas. Il y a de nouveau le cinéma clown, puis il faut qu'on m'aime, enfin, qui se réenclenche, en fait. Et j'arrive dans une classe où il y avait une fille qui était rejetée par les autres un petit peu, beaucoup. Et moi, j'ai dit, je vais de son côté. Parce que si j'ai du côté de tout le monde, je vais rien apprendre. J'ai du côté de... Et j'ai réussi, en fait, à réunir tout le monde. Et j'avais ce côté un petit peu Jésus, Mère Teresa depuis le début de ma vie, en fait. Toujours, même à Jolimont, à l'école. Enfin, j'avais toujours... voilà. Et du coup, à Châtel-Saint-Denis, on prie beaucoup. J'aime la prière. J'ai jamais fait de crasse aux nonnes, parce que j'ai dit non, ça on fait pas. Mais on peut faire des bêtises, mais avec une nonne. Mais pas sans une nonne, en fait. Donc j'avais déjà un peu cette sagesse-là, je trouve. Et c'est vrai qu'un soir, je me rappelle, on était dans les chambres, on était 3 filles dans une chambre. Et là, en fait, on a fait une bataille de coussins, puis on rigolait avec la directrice. Et tout à coup, on entend des pas dans le couloir fort. On entend que c'est des pas énervés, en fait. Et puis la directrice nous dit, les filles, je vais vous gronder, mais je pense pas ce que je dis, d'accord? Mais vous riez pas. Caroline, tu plantes la tête dans le coussin. Et là, je plante la tête dans le coussin, la porte s'ouvre, il y a sœur qui arrive, elle dit « C'est pas possible, ma sœur. À l'autre bout du monastère, j'entends rigoler, c'est pas possible, il n'y a pas de discipline. Oui, je viens d'arriver, je suis là pour les gronder. » Puis elle lui ferme la porte au nez, puis elle fait « Puis après, elle nous gronde. Et puis nous, c'était super, en fait. Et en fait, j'ai vécu un moment ici, en 3e secondaire, chez les nonnes, et j'ai trouvé les nonnes formidables. Et là, j'ai dit « Je veux devenir nonne. » Et à ce moment-là, je vois déjà que quand je prie, il y a quelque chose d'autre, ailleurs, plus haut. Donc j'aime prier, j'adore prier. Prier avec le cœur, pas avec de la technique, puis pas avec des termes compliqués. Moi, dans l'église, prier pour les gens qui souffrent. Mais j'aime beaucoup rigoler, j'aime beaucoup faire de bêtises. Mais j'ai quand même réussi à m'assagir afin d'avoir mon diplôme de fin d'études. Voilà. Et puis, le diplôme de fin d'études en poche, je rentre à la maison et là, ma maman me dit « Il faut que tu trouves une place d'apprentissage. » Et à ce moment-là, je dis oh, « J'aimerais devenir nonne, mais je pense que ça ne va pas passer au niveau de ma famille. J'aurais peut-être un peu l'air con. » J'avais ce côté très moderne, très coquette, très buffle dans l'astrologie chinoise, je pense. Puis là, je me dis « Ouais, bon, l'histoire de nonne, on va laisser de côté. Je vais d'abord devenir star. » Ma maman, elle me dit « Écoute, je t'ai toujours vue en fait en pharmacie. Pharmacie, c'est un bon métier en fait. Les médicaments, le médical, c'est joli. Puis moi, non. Alors dans ces cas-là, si je dois vraiment faire un apprentissage, autant faire quelque chose de court. Je veux être vendeuse en parfumerie. Comme ça, après, je pourrais commencer ma carrière de danseuse. Et là, mes parents me disent non. Danseuse, c'est pas pour toi, c'est pas possible. C'est un métier. Là, mon père me dit écoute. Il n'y a que des homosexuels, tu auras 30 ans, pas de mari, pas d'enfant, pas d'argent, pas de voiture. Puis moi, mais j'étais à 15 lieues de ça, je le regarde, puis je dis, mais où il va me sortir ces trucs-là? Et en fait, si on réfléchit, mon père était les pieds sur terre, c'était un ingénieur. Et en fait, il me parle des choses terrestres, mais moi, ça faisait déjà longtemps que j'étais au ciel, que je vivais plus dans les nuages, plus avec ma conscience, et beaucoup moins avec les choses terrestres, en fait. Et là, du coup, on me force un peu, je fais l'apprentissage d'assistante en pharmacie, et avec un pharmacien que j'ai beaucoup aimé, Monsieur Calfous, qui était très rigolo, qui allait voir les spectacles de Béjart, qui me rapportait les prospectus et qui me racontait comment c'était, parce que moi j'étais trop jeune pour aller en train à l'époque seule, mes parents voulaient pas, et puis enfin voilà, mais mon rêve c'était Béjart. Et du coup, j'attrape, quand j'ai 19 ans, à ce moment-là, je dis à ma maman, il faut absolument que j'aille auditionner à Servion. Puis elle me dit, bon, je pousse. Et là, elle me prend avec. On va chez Barnabé à Servion. Et là, je lui dis que je suis dans la grande école de danse de Berne. Il faut expliquer qu'est-ce que c'est Barnabé à Servion. Ah d'accord. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît. Ah d'accord, ok. Donc le théâtre Barnabé à Servion. Donc Servion, c'est une petite ville qui se trouve un peu dans l'arrière-pays vaudois. Et puis c'est assez connu, c'est un café-théâtre en fait. Voilà. Et je vais avec ma maman me présenter là-bas.
comme danseuse. Et en fait, je lui dis, je suis assistante en pharmacie en fin d'apprentissage. Et je lui dis, mais je danse à Berne. J'arrive à danser le lundi midi, mardi soir, mercredi soir, à Berne, donc je cours. Et j'arrive quand même à faire mes 44 heures par semaine, 42, enfin, je sais plus, voilà, de pharmacie. J'ai les examens bientôt, mais j'aimerais tellement être dans votre prochain spectacle. Et en fait, il me regarde bouger, il regarde, il m'a même pas fait passer une audition. Il m'a dit, oui, je t'engage. Et là, je vole. En fait, je passe mes examens de pharmacie sont réussis, je suis engagée à Servion. Et puis, je fais La Veuve joyeuse de Franz Léard avec Jean Bruno comme acteur principal, acteur du canton de Suisse romande, enfin, beaucoup sur Genève. Et là, le début des rêves commence, en fait. Et, juste une précision. Oui. Quand tu dis que tu dansais à Berne, c'était pas vrai? Oui, 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 oui. Mais tu dansais à Berne? Oui, 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 oui. Ah, je dansais à Berne dans une école où je me formais en même temps que la pharmacie. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, j'allais le lundi à midi à Berne. Après, je faisais le cours de danse de midi à 1h45. À 1h50 quelque chose, j'avais le train pour Fribourg et je fonçais à la pharmacie pour faire mes heures justes et le mardi soir et le mercredi soir. Ouais. Et en ayant seulement peu d'heures de danse comme ça, j'avais déjà un niveau qui était très bon. Et mes professeurs de danse, qui étaient les meilleurs copains de Maurice Béjart, donc Vladimir Brosko, le premier étoile à Maurice, et Frédéric Stebler, qui était le professeur de Zizi Jeanmaire, Roland Petit, puis qui a été un petit moment maître de ballet chez Maurice Béjart, les deux ont dit, tu as du talent, il faut que tu fasses danseuse. Donc là, à 20 ans, j'ai mon diplôme en poche, je fais la connaissance de Tania de Paola, qui est toujours artiste sur le canton de Vaud, qui me dit, moi je pars chez Alvin Ailey, la compagnie de noirs américains, je vais dans l'école cet été, tu viens avec moi. Et là, j'ai 20 ans et le diplôme en poche, je pars à New York avec Tania de Paola, je vais dormir à la Swiss House et là, en fait, je vais chez Alvin Ailey pendant 1 mois et demi, 2 mois. Je rentre de New York et là, mon papa me dit, c'est bon, t'as tout vu, maintenant t'arrêtes, tu cherches un travail en pharmacie. Là, je dis, ah non, papa, il y a tout qui commence. Et là, en fait, j'ai pris mon CV parce qu'en fait, je ne sais pas dans les détails, mais donc j'ai mon diplôme en poche. Il faut que je regarde ce que j'ai fait. Et je vais chez Barnabé. Donc là, j'ai les photos de Barnabé. Et là, justement, je dois trouver une place de travail pour payer la caisse maladie, le bus, le train pour aller à Berne et les cours de danse à Berne, les chaussons de danse, les habits de danse, pour pouvoir devenir danseuse professionnelle. C'est mon but. Donc mon papa et ma maman me disent, on te payera rien parce qu'on est persuadé que tu réussiras pas. Je les comprends. Parce que si déjà pour faire carrière dans la danse, il faut commencer à 12 ans à fond et tu en as 20. D'accord? Si vous voulez, avec mon cœur, je suis obligée de devenir danseuse. Je sens dans l'au-delà que je suis soutenue par ma conscience, par mes guides, par mon ange gardien, par je sais pas qui. Mais sur Terre, à ce moment-là, ça devient super difficile parce qu'il me faut tant d'argent par mois. Pour le bus du quartier de Beaumont à la gare de Fribourg, la Fribourg pour le train jusqu'à Berne, payer 400 francs de cours de danse par mois. Les pointes, elles coûtent 80-90 francs à l'époque et ça s'use assez vite. Donc, je danse aussi avec des pointes qui sont souvent cassées, enfin, c'est égal. Voilà. Et là, souvent, je me disais, purée, c'est marche ou crève, quoi. Vas-y, fonce. Garde cette place de travail le plus longtemps possible. Au bout d'un moment, je la perds. Peut-être parce que j'ai pas assez d'argent. Ben voilà. Et du coup, je continue de chercher des places de travail. Et à ce moment-là, je me fais engager chez Jacques Desange comme conseillère en beauté. Donc, je vois un article, nous cherchons une conseillère en beauté chez Jacques Desange, absolument esthéticienne. Et là, je me dis, OK, j'ai rien, mais je l'aurai. Tu crées ta réalité. Cette histoire-là, je ne la connaissais pas à l'époque. J'ai une vingtaine d'années. Je vais me présenter à Neuchâtel et je leur dis, voilà, j'ai un diplôme de pharmacie. En pharmacie, j'ai étudié les lotions, les crèmes et tout ça. J'ai étudié la peau. J'ai déjà fait des spectacles en tant que danseuse. Une fois danseuse professionnelle, c'était à Servion. Donc, je peux vous montrer les maquillages que je me faisais moi-même. Et je viens me présenter comme maquilleuse, conseillère en beauté pour Jacques Desange. Et en fait, ils m'ont dit, on avait un paquet comme ça d'esthéticiennes et c'est toi qu'on a choisi.
Et je savais que j'allais réussir, mais il fallait que je réussisse pour payer mes cours de danse. Et j'ai été engagée à Fribourg comme conseillère en beauté chez Jacques Desange. Et là, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien appris. Après, j'avais pas beaucoup de clientes, je suis pas restée hyper longtemps. Mais un jour, j'ai eu une dame de Paris, de la maison de Paris, qui est venue à Fribourg et qui est venue se faire maquiller. Et là, de nouveau, je passe dans un état de conscience modifié. Ça, c'est des paroles que j'arrive à répéter parce que je les ai entendues peut-être sur Internet. Mais à l'époque, je me rends pas compte. J'ai dit, écoutez, il faut que j'arrête de réfléchir pour vous maquiller. Si je réfléchis, ça va pas marcher. Donc, je suis dans un autre état. Et là, je maquille la dame. Et la dame me dit, une dame très belle, elle me dit, vous m'avez mieux maquillée que la maquilleuse à Paris. OK, donc j'étais contente. Et puis, au bout d'un moment, mon contrat prend fin parce qu'il n'y a pas assez de clientes qui veulent, parce que, enfin voilà. J'avais de l'asthme aussi, de l'asthme aux produits de coiffure, puisque je traîne toute la journée, ou plusieurs heures. Au bout d'un moment, voilà. Donc, j'ai mis fin à ce contrat. Je vais à Berne, je choisis de trouver une place de travail à Berne. Et là, en fait, j'ai une difficulté. Je vais avec mon diplôme de pharmacie dans une pharmacie qui est très connue. Et là, l'homme me regarde et me dit « Sind Sie Ausländer? Êtes-vous étrangère ?» Et là, tout à coup, j'ai ce que je ressentais depuis quelque temps. J'ai le sentiment de ne pas être 100% suisse physiquement. Ce que j'essayais d'un peu d'annihiler avant. Et puis je lui dis, non, je suis suissesse, j'ai fait mon apprentissage à Fribourg, je lui parle en allemand. Voilà. Et il me dit, non, non, on ne cherche pas. Puis je dis, comment ça? Il y a l'article dans le journal, vous cherchez quelqu'un. Et je parle allemand et je parle français, vous avez beaucoup de clientèle française. Et il m'a dit oui, mais non. Et là, je suis rentrée, j'étais très fâchée. J'étais très fâchée. Et là, j'ai dit, mais comment je vais faire pour vivre si j'ai cette difficulté en plus? Comment je vais faire pour danser? Et là, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, c'est en me connectant à ma conscience, en me connectant, j'ai dit, fais confiance en haut et on te guidera. Je décide d'aller à Lausanne chez Jania Battista, qui est ancienne danseuse de Maurice Béjart, soliste. Et elle me prend dans son école de danse pour me former encore, mais elle fait un spectacle et elle me prend comme soliste. On fait Cendrillon. Et donc Cendrillon, la danseuse Cendrillon, c'est une ancienne danseuse du Grand Théâtre de Genève professionnelle, le prince aussi. Et puis moi, j'étais la sœur de Cendrillon. Et là, c'était génial. Avec Aude, qui est après partie chez Maurice Béjart. Donc là, en fait, j'ai commencé à toucher un petit peu à Maurice Béjart, c'est-à-dire j'ai commencé à aller de temps en temps prendre la classe chez lui. En même temps, on est en 98, je donne des cours de danse à Fribourg, donc il y a une école de fitness qui s'ouvre où j'ai pu donner des cours de danse chez Leïla. J'ai réussi à me faire engager au Palace de Lausanne comme professeur de stretching et puis barater, voilà. Et enfin, à 25 ans, là, je suis engagée au Grand Théâtre de Genève. Donc le Grand Théâtre de Genève, en fait, c'est une audition où j'avais envie d'aller, aussi parce que mon papa avait vécu à Genève, donc il y avait un peu ce... Et je vais à Genève et je pars le matin, et le matin, je pars, je dis, je sais que j'ai le contrat, je vais réussir. Et je pars, et là j'arrive, et j'avais déjà travaillé mon esprit avant, c'est-à-dire que pendant des jours, je me dis, moi je suis danseuse. Mais on me dit tellement dans ma famille, dans mes cousins, mes cousines, mes copains, mes copines, mes parents, tu réussiras jamais, c'est pas possible. Et malheureusement, je dois quand même vous dire que cette façon de parler m'a influencée plus tard. Et j'en suis très triste, parce que si on me l'avait pas dit à ce point-là, j'aurais été plus loin. Donc, 200 filles au Grand Théâtre de Genève environ. Et là, ils disent, OK, on en prend 8, dont 2 solistes. J'étais dans les 2 solistes. Et je fais Semiramide de Rossini, on est en 1998. Après, j'ai Tania de New York, Tania de Paola, qui me téléphone, qui me dit, Caroline, j'ai une fille qui s'est désistée, j'ai un truc pour toi. Dans le jardin de la Grosse Dame, au théâtre de Vidi, tu viens. Et là, elle m'offre un salaire à mes yeux énorme, qui était pas mal. Et j'étais hyper contente. Je suis engagée donc, et on a réussi à vendre tous les tickets, elle a réussi on va dire, du spectacle avant qu'il y ait la publicité dans les rues de Lausanne. Donc dans le jardin de la Grosse Dame, il y a un extrait sur YouTube, je suis une grosse dame avec une robe verte, et là je fais un spectacle que j'ai adoré, 4 kg de costume, énormément d'appuis faciaux, d'abdominaux tous les jours, du sport à fond. Et en fait, on ressemble au peintre Bottero, on est gros,
avec des perruques et tout. Et en fait, sur la musique du Requiem de Mozart, on raconte les derniers instants de la vie de Mozart, très théâtral et très physique, avec énormément de succès. J'ai adoré. Et là, je dis, je suis danseuse, je suis danseuse. Et on me répète toujours, mais non, tu n'es pas danseuse, tu vas pas réussir. Mais j'ai réussi, mais vous venez pas me voir, tu viens pas me voir. Comment tu peux dire que je suis pas danseuse? Enfin voilà. Donc ça, il y a toujours un petit peu ce dilemme en fait. Et pour finir avec Tania, je fais un spectacle, le double, à Fribourg, avec elle, où là, il était hyper technique, il était incroyable. Ça, c'était aussi super chouette. Après ça, donc, je me refais engager au Grand Théâtre de Genève, mais je ne passe pas l'audition. C'est François Passard, le directeur du ballet du Grand Théâtre de Genève, qui m'appelle un jour, qui me dit « Tu fais quoi ?» Puis je lui dis « Je viens d'arriver de mon cours de danse de Berne, je suis en train de manger. Viens, il y a une fille qui s'est cassée la cheville. Viens, c'est Aïda pour le 31 décembre de 1999-2000, enfin pour le mois de décembre. Viens. » Je fais « Ok, mais là, j'ai un appart pour toi. » Et là, je pars en courant, mais vraiment, c'est 3 culottes dans un sac, c'est mes habits de danse, mes pointes, tac, je prends le train, je pars, je quitte mes parents, mais d'une seconde à l'autre, et j'arrive, et j'ai cet après-midi où il faut que j'apprenne la chorégraphie, et en fait, c'est une musique qui dure pas ces 10 minutes, la principale de Aïda, qui est assez longue, en fait. Et demain, on a encore un filage le matin, demain après-midi, tu es sur scène, et après, il y a la pré-générale, il y a 2 pré-générales, 2 générales, et après, il y a les spectacles, donc vas-y, tu fonces. Et là, c'est un monstre stress, j'apprends ça, tout se passe bien, mais le soir de la première, la fille qui s'est fait mal à la cheville me dit « c'est moi qui fais ». J'ai dit « comme tu veux, moi j'aurai quand même le salaire, et sinon je vais pas rester au théâtre tous les soirs tard, te voyant sur scène, moi je pourrais rentrer plus tôt, et le lendemain j'irai prendre les cours avec la compagnie, avec Giorgio Mancini. J'adorais ses classes à cette époque-là, et j'adorais. C'était vraiment une période de vie que j'ai beaucoup aimée. Mais à ce moment-là, je me rends compte en fait que je suis, comme on dit, un électron libre, et je me rends compte qu'un contrat à l'année ne me conviendrait pas. Donc, je continue en fait de faire ma vie. Je choisis si je vais ou si je vais pas. Voilà. Et faut que je voie ce que je fais après. Ben voilà, là, je suis à l'Opéra de Lausanne. J'ai réussi pour un opéra. Et là, je me rappelle c'est Béatrice et Bénédicte de Berlioz. Et je me rappelle un soir, je quitte l'Opéra de Lausanne pour aller prendre mon train. Et en fait, on a tellement d'applaudissements. Quand on sort, on a des fois des autographes à faire, on passe dans les journaux. Et je vais vers la gare, et là, j'ai une certaine mélancolie, une certaine tristesse, et je me dis, t'as voulu devenir danseuse aussi pour être aimée du public, peut-être que t'as pas été assez aimée par un certain entourage, ou voilà. Mais maintenant, t'es aimée du public, ça dure quelques secondes. Mais qu'est-ce que t'es seule? Tu t'es tellement battue pour ça. Et là, en fait, il y a une certaine tristesse qui s'installe en fait. Et je me dis, retourne à Berne. À Berne, mes profs de danse, c'est comme ma famille, c'est mes racines. Et je retourne à Berne danser. Et là, je dois chercher du travail. Je demande à l'au-delà ou à la Vierge Marie, je ne sais pas à qui je demande. Mais je fonce et je vais me présenter pour travailler aux entreprises électriques fribourgeoises. Et ils cherchent en fait quelqu'un pour faire la gestion du patrimoine. Et je dis, mais marche ou crève, quoi. Il faut que tu aies ce boulot. Mais je ne correspond pas du tout. Mais je l'aurai, je le veux. C'est comme si je l'avais déjà. Et j'y vais, je fonce, je vais me présenter. Ça se passe hyper bien. Et là, je n'ai pas menti. On me pose des questions. Savez-vous taper à l'ordinateur? Et je réponds, non, mais je peux apprendre. Par contre, je tape très bien à la dactylo. Donc, je tape très vite sur le... Je parlais des machines à écrire dactylo. Hein. Donc, le clavier, OK. Mais l'ordinateur, non. Et après, il me dit, mais qu'est-ce que vous connaissez sur l'architecture? Rien, mais j'aime. Et Monsieur Bongard a dit, avec Monsieur Maurice Perriard, OK, on l'engage. Ils m'ont engagé. Ensuite, je pars sur Avenches. Et là, je suis engagée en fait comme danseuse à Avenches pour Rigoletto. J'ai beaucoup aimé Avenches, voilà. J'ai dansé pour Rigoletto. J'ai rien d'autre à vous dire. Je sais que je courais parce que j'habitais Genève en même temps.
Donc, il fallait toujours que je trouve le moyen pour arriver à Avenches, si j'avais pas de voiture, si je pouvais avoir la voiture de ma maman, ou bien la voiture d'une copine chez qui j'habitais à Genève, chez Elise, mon amie d'enfance, à qui je dis encore merci pour tout ça. Et là, un jour, j'ai trouvé une photo que j'ai mise dans mon CV ici. C'est marqué « Ce qui importe, c'est de croire à la certitude que l'on peut toujours recommencer ». Et à ce moment-là, je commence à devenir un petit peu fatiguée. Un petit peu fatiguée, on est en quelle année? On est en 2001. Et là, en fait, je dis, OK, je vais aller chez Béjart. Donc là, je fonce en fait à Berne, chez mon prof. Je lâche Genève, l'appartement. Et je dis à mon professeur de danse, maintenant, je vise Maurice Béjart. C'est vraiment mon but. Et je vise Béjart. Et je peux aller chez lui. Je peux aller chez lui prendre les classes autant que je veux. J'ai toujours du contact avec Julien Favreau. Je suis allée 1-2 fois dernièrement, je leur ai bien dit bonjour, avec Elisabeth Ross, Christine Blanc, c'est des artistes que j'admire. Et du coup, j'ai Azari Plisetsky, le maître de ballet de Maurice Béjart, le frère de Maya Plisetskaya, dit à la fin d'une classe où il m'a vraiment bien regardé, il vient me taper dans le dos, il me serre la main, il me dit « Très bonne batterie », c'est tout ce qui est « Très bonne pirouette ». J'en faisais 4 des fois. C'est bien pour une fille. Hein. À l'époque, ça se faisait pas souvent. Maintenant, plus je vois sur Internet. Et très, très bon saut. Je sautais haut. Parce que mon prof m'a dit « Tu es tellement petite, tu fais 1m53, il faut que tu sautes comme les filles qui font 1m80 ». Donc, il m'a donné un ballon à la russe, à la Baryshnikov. Il m'a donné les pirouettes à la seconde, tous ces tours de force, ça j'avais, mais mais parfait. Et il m'a dit, voilà. Et en fait, quand Azari Plisetsky me dit ça, j'expire et je dis, j'ai réussi. Même si j'ai pas le contrat chez Béjart, c'est pas grave. Il m'a dit, vous êtes une très bonne danseuse. Même si, dans mon entourage, on croit pas en moi, il me l'a dit. Et là, voilà, j'ai 29 ans. Et je me rends compte, je suis née en 73, donc si vous voulez, voilà. Il y a un moment où je dis, mais vous faites quoi maintenant comme spectacle? Puis il me répond, mais on fait le presbytère, on part un peu partout dans le monde et tout. Et là, je dis, mais moi, je n'ai pas le temps d'attendre, je lâche Maurice Béjart. Triste. J'avais Georges Donne au-dessus de mon lit depuis toute petite, qui faisait le saut dans le boléro. Et je dis, OK. Bon, je pars à Londres. En fait, je tombe amoureuse en vacances à Barcelone. Il habite Londres, donc du coup, je pars à Londres. Et là, en fait, je vais en premier dans une famille, ensuite dans une autre. Je danse dans l'école de danse, une des plus connues, en face de Selfridges. Et là, en fait, j'ai un prof de danse qui est chinois, qui m'adore et qui me dit, je donne aussi les classes au Covent Garden, tu viens. C'est Sylvie Guilhem, la directrice, tu viens, il faut qu'elle te voie. Et là, j'ai le cœur qui bat, puis je fais... L'Angleterre. J'ai peur. T'as peur de quoi? Oui, mais c'est loin de chez ma maman. Oui, mais ça fait déjà avec mon mec, ça n'a pas du tout marché. J'ai déjà dû changer de logement plusieurs fois. Ça a été la galère. J'ai failli dormir dans la rue. Enfin, waouh, c'est chaud, quoi. J'arrive jamais à lâcher tout. À dire cette fois, tu peux te relaxer. T'as un contrat fixe. T'auras à manger. C'est toujours un peu la course, en fait. Donc, et là, je lui dis, écoute, j'aimerais bien venir voir un spectacle pour voir à quoi ressemble Covent Garden. Et en fait, avec Félix, ils me font entrer. Je peux aller voir Anastasia, un spectacle, où je suis assise dans les coulisses, où je peux même toucher les danseurs qui entrent sur scène. Après, je fais, ah ouais, mais j'ai quand même plus de technique que cette fille, j'ai plus de technique que celle-là. Oh, elle tombait de pointe. Ah ouais, j'aurai le niveau. Et mon ange gardien me dit, t'as fini ton temps. Donc, à Londres, j'ai travaillé pour le Victoria Apollo Theatre. Et là, justement, je voulais parler d'une chose. Quand on parle de la conscience, je voulais dire que j'étais me présenter un jour. Donc, je suis allée à l'entrée des artistes et je dis « Bonjour monsieur, je vais me présenter pour travailler ici ». Et après, il me dit « Parlez-moi un petit peu de votre vie ». Puis je lui parle un peu. Mais vu que jusqu'à maintenant, à Londres, j'étais avec une colocataire qui parlait allemand, j'avais pas le meilleur anglais du monde. Il me dit « Écoutez, non, je pense pas que c'est... Allez apprendre l'anglais mieux et après vous reviendrez. » Puis je fais, oh zut. Une semaine après, ma conscience me dit, tu lâches l'intellect. Hein. Tu lâches l'intellect parce que si tu tiens l'intellect, tu dis c'est con de retourner une deuxième fois. Retourne au Victoria Apollo Theatre. Je retourne au Victoria Apollo Theatre sans savoir s'il cherche.
Et j'arrive à l'entrée, puis je dis « Oui, bonjour monsieur, oui, alors je parle beaucoup mieux, nanana, je lui parle. » Puis il me fait « Ouais, c'est un peu mieux, mais non. » Je lui fais « Bon, d'accord. » Bon, ok, je rentre à la maison, je parle, je décide de plus rentrer à la maison, de pas lire un livre, rien, de toujours parler avec mes copains et copines, à fond à la danse. Ok. Une semaine après, je reviens. Puis je lui dis « Cette fois, je parle vraiment bien anglais. » Et puis il fait « Ouais, cette fois, c'est bon. T'as 200 escaliers à faire jusqu'en haut, vas-y, monte. » Et en haut, il y a la chef. Et je monte les escaliers, j'arrive en haut. Et là, elle me dit « Parlez-moi un peu de votre vie. » Je lui parle de ma vie. Et c'était super difficile à Londres pour ouvrir un compte en banque, avoir un social number, un truc là, et puis trouver une place de travail. En fait, il faut, pour le compte en banque, il faut la place de travail, pour la place de travail, il faut le compte en banque, il faut le truc number, mais tu peux pas l'avoir si t'as pas de logement. Enfin, et c'est super difficile. Je me suis battue comme une dingo. Et au bout d'un moment, je me suis dit, si tu vas dans une banque, en plein dans le centre de Londres, là, tu auras peut-être toujours un autre banquier. Il faut que tu deviennes copine avec un banquier. Et je décide d'aller, tu vois la conscience, il faut lâcher l'intellect. Je décide d'aller à Notting Hill. À Notting Hill, je sympathise avec un banquier, je lui apporte une rose, j'ai plusieurs fois de suite, je lui donne mon passeport, je lui donne tout ce qu'il veut, je lui explique tout. Je suis danseuse, mes photos de danse, je suis suissesse, j'ai un diplôme de pharmacie. Puis au bout d'un moment, il me dit « Ok, je vous ouvre un compte en banque. » Et avec ça, ça marche avec ma place de travail. Et avec ça, elle m'engage. Et là, c'était vraiment génial parce que c'était Bombay Dream, la comédie musicale indienne. J'adore tout ce qui est Inde à ce moment-là. Ah, moi, je suis indienne. Je retrouve en fait mes origines. Avant, c'était nyeh. Et puis maintenant, ah ouais, ah ouais. Parce que quand je vais au soleil, elle est indienne. Et puis moi, j'ai le même truc, le cheveu là, machin. J'avais plein de petits cheveux ici que j'ai dû épiler mes cheveux ici quand je suis devenue danseuse au Grand Théâtre de Genève. J'avais toujours trop de cheveux par rapport aux perruques. Donc, je m'épilais les cheveux ici. Bref, pour faire moins, moins indienne, sri-lankaise ou je sais pas. Parce qu'en fait, en venant de Shiraz, j'ai probablement du sang indien, si vous voulez, parce qu'il y a, voilà. Mais j'ai aussi, ce que je dis, je suis la fille de Gengis Khan. Voilà, ça c'est une autre anecdote en fait. Ouais, dans le temple, au monastère bouddhiste, quand j'ai eu 30, je suis arrivée ici, j'avais 36 ans, donc voilà. Un jour, je vois les Mongols, les femmes qui nous donnent des enveloppes avec un sou pour nous remercier pour les prières. Et en fait, je regarde leur corps, puis je fais « Oh, mais c'est maintenant que je comprends pourquoi j'ai un corps comme ça. » J'avais jamais compris dans la danse pourquoi j'avais pas une taille puis des hanches, comme Pamela Anderson et comme le reste. Puis là, je dis « Ah ouais !» Donc les Mongols, elles ont des épaules, elles ont une petite taille comme les Chinoises, quoi, mais droite. Et puis moi, je suis comme ça, en fait. Et pas du tout de culotte de cheval. Pas du tout, c'est pas... Et du coup, je reviens à Londres. Et du coup, bah voilà, donc je suis dans la comédie musicale indienne. Donc moi, je vends les programmes, les ice cream au début. Et au début, quand la femme nous a donné le boulot, elle parle tellement vite en disant côté court, machin, downstairs, côté court, côté jardin, après le premier étage, le deuxième étage, à la pause, Puis au début, je disais waouh, je pige pas un mot de ce qu'elle dit, mais je crois que même en français, ça allait trop vite, j'aurais même pas compris en français. Et après, c'est les autres qui m'expliquaient, qui me dirigeaient. Et en fait, j'ai trouvé ici une famille, en fait. J'ai trouvé des gens, mais formidables. On était tous identiques et tous différents, c'est-à-dire qu'on avait plus ou moins tous le même âge, 25-35 ans. On était tous dans le monde du spectacle, on avait déjà tous réussi une fois, ou deux. On était tous en travail sur scène pour l'instant. On avait tous ce rêve d'être sur scène et de devenir une star. Et en fait, on s'aimait tous et il y avait une super ambiance. Et là, j'ai réussi à avoir un contact avec les gens qui étaient sur scène. Ce qui n'est pas logique. Quand tu vends les programmes, tu n'as pas de contact. Mais moi, j'ai réussi à les choper quand ils sortent, à dire tu viens avec nous boire un verre maintenant, il y a les autres qui vendent le programme, puis voilà. Et en fait, j'ai créé une connexion. Et j'ai adoré ces Indiens, j'ai adoré ce monde du spectacle. Et là, je me suis dit, mais tu trouves en fait des gens qui te ressemblent, tu as la même énergie qu'eux, tu as cette même pêche, tu as cette... Et puis là, j'étais heureuse, vraiment heureuse. Mais il y a un jour où j'appelle Karine du Grand Théâtre de Genève, et je lui dis « Karine, tu fais quoi ?» Et puis elle me dit je lui dis « T'es toujours à Aix-en-Provence ?» Et puis elle fait « Non, j'ai changé de mec, j'habite à Nice. » Je fais « Ah bon ?» Et puis là, je lui dis « Ouais, il pleut tout le temps ici, j'en ai marre qu'il pleuve. Je peux venir en vacances chez toi ?» Et puis elle me fait « Ouais, attends. Je crois que je vais arrêter Londres. Je ferme Londres, mon compte en banque, mon boulot, tout.
je descends chez toi à Nice. Mais je passe vite chez mes parents. Il faut que je fasse la lessive avant. Toutes mes affaires. Et puis après, je prends un avion pour Nice. Et du coup, là, elle me fait, ouais, tu viens, il n'y a pas de problème. Et du coup, je ferme Londres. Je récupère l'argent que j'avais mis de côté pour ma vieillesse, pour ma retraite. Je suis pas partie à un compte en banque vide. Il était très bien, mon compte en banque. Je dis au revoir à tous mes copains, mes collègues, ici. Et là, ils organisent un souper. J'ai même une photo où on est environ 40 et c'est un souper pour moi et je ne l'ai pas payé. Et là, je me dis, t'es quand même incroyable, comme tu as réussi à réunir les gens. Donc les gens de Bombay Dream, c'est ceux qui travaillent sur scène et ceux qui vendent des programmes des ice cream. Tous ensemble, on était 40 et c'était génial. Et là, je dis, waouh, qu'est-ce que je suis aimée et qu'est-ce que je les aime. Et je quitte, je vais à Fribourg, je fais ma lessive, je prends l'avion. J'arrive vers midi chez Karine. Et là, du coup, j'arrive chez elle. Puis Karine, c'est une fille du spectacle, en fait. Elle est très vendeuse de salade, j'adore. Et du coup, elle me dit, écoute, voilà, maintenant, je suis danseuse au Casino Rulle. Puis je dis, hein, c'est quoi? Oui, la promenade des Anglais. Ouais, ok. Mais tu sais quoi? Tu fais quoi? Oui, c'est dans un cabaret. Un cabaret? Moi qui suis tout pour éventuellement comédie musicale ou bien opéra ou bien ballet style Béjart. Un cabaret? Mais tu fais quoi là-dedans? Ouais, viens me voir ce soir. Ok. Et du coup, je vais. Elle dit, écoute, tu peux déjà aller un petit peu plus tôt. Tu peux manger. Je crois que je n'ai pas mangé parce que j'avais l'estomac noué, mais j'avais mon CV sous le bras. Les gens mangent. Et puis, vers 9 h, le spectacle commence. Et il y a le spectacle. Et puis après le spectacle, je viens te rejoindre. Ah, puis au fait, il faut que je te dise, il y a le producteur, il est iranien. Et là, ça mes origines. Tac, ça revient. Et là, je dis, ah ouais. Et en fait, l'Iranien arrive après le spectacle, très sûr de lui, et il me dit, alors, comment ça va? Est-ce que vous avez aimé le spectacle? Et je lui réponds, non, pas du tout. Très interloqué, il me dit, mais comment ça se fait? Enfin, on lui a toujours dit que c'était magnifique. Puis j'ai dit, écoutez, il y a une partie que j'ai trouvée un peu sadomaso, j'aime pas du tout. Non. Il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas la beauté. On pourrait mettre les femmes beaucoup plus en beauté que ça. Et là, je lui pose mon CV et je commence à tourner les pages, ce que je faisais avant, mais j'avais toutes les photos. C'était un CV de danse, hein, pas un CV de vie normale. J'avais toutes les photos de moi sur scène. Et là, il me dit, je t'engage, soliste. D'accord. Et là, je me dis, tiens, t'as bien fait d'écouter ta conscience, de ne pas rester plus longtemps à Londres, parce que le Covent Garden, il me faisait peur, il est tout noir. Et là, je fais OK. Et en fait, j'ai dit super. C'est 11 h 30 du soir, je suis arrivée à midi aujourd'hui, en avion, et là, j'ai un contrat. Et en fait, quand je suis arrivée à Monaco, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est j'ai regardé l'Opéra de Monte-Carlo où j'avais plein de rêves parce que mes profs de danse, ils ont dansé en 1948-52 à l'Opéra de Monte-Carlo. Ils m'ont raconté plein de choses avec Picasso, avec Kennedy, enfin voilà, avec Jackie Kennedy, avec Grace Kelly. Ils ont connu tous ces gens-là. Et en fait, ils étaient avec le marquis de Cuevas aussi. Et là, ils m'ont dit... tu verras, c'est Monaco, l'hôtel de Paris, c'est magnifique, l'opéra, c'est magnifique. Et quand j'avais les difficultés, j'ai regardé un jour en face l'opéra de Monte-Carlo et j'ai dit, toi, Monaco, je t'aurai. Je te veux, je connaîtrai beaucoup de monde, j'aurai des super places de travail, je vais bien travailler ici, je vais aller sur des yachts, je vais vivre une vie géniale. Mais à ça, vu que je connaissais pas tu crées ta réalité, ça je connaissais pas à l'époque, j'ai fait une neuvaine catholique. Et en fait, j'ai un copain dans l'opéra qui me dit « Mais Caroline, Saint-Jude, il n'a pas beaucoup de boulot, fais une neuvaine pour lui et il va te donner tout ce que tu veux. » Et je demande à Saint-Jude de bien réussir ma vie pour prouver à ma famille que je peux. Je l'ai fait à Londres, mais maintenant je le fais à Monaco. Et en fait, je me mets à bosser à fond. Et là, en fait, je connais plein de gens au bout d'un moment. J'ai connu plein de gens. J'étais sur des yachts, j'ai connu des stars, j'ai vu le prince Albert, mais plein de fois, je lui ai serré la main plein de fois. J'ai travaillé au Grimaldi Forum, c'est la maison du prince Albert. L'Opéra de Monte-Carlo, c'est la maison du prince Albert. L'Office du tourisme, c'est la maison du prince Albert aussi. Et en fait, chaque fois qu'il y a des choses, des fois je le vois, je lui serre la main, il me connaît. Une fois, il est venu à Fontvieille, à une
une espèce de brocante, ou bien non pas une brocante, enfin, un espèce de comptoir, hein, voilà. On visitait, machin, je l'ai vu, je connais son garde du corps personnellement, on se serre la main et tout. Et en fait, là, je dis, j'adore Monaco. Et je vais avec ma Fiat Punto à l'hôtel de Paris boire mon thé tous les soirs. Après le travail, quand c'est difficile. Et j'arrive à l'hôtel de Paris, à l'époque, il y a les Hummer, il y a vraiment des grandes voitures et tout. Et j'arrive, et avec tout mon amour, je sors de la voiture avec un sourire plus haut que les oreilles. J'habite Monaco, j'habite la Turbie au-dessus, mais je travaille à Monaco, je suis là tous les jours. J'ai réussi et je suis tellement contente. J'ai été guidée, j'ai lâché l'intellect pour aller dans la conscience, chercher, me laisser guider pour avoir toutes ces places de travail. Et maintenant, je suis tranquille et je vis pendant 6 ans ici. Après 6 ans, un soir, je m'assois sur mon lit et là, on me parle. Quelqu'un me dit, tu auras un très grave accident. Je dis, quoi? Je suis schizo là. Tu vas rentrer en Suisse. Rentre le plus vite possible en Suisse, maintenant. Oh non, j'adore ma vie ici. Tu rentres en Suisse maintenant, dépêche-toi. Oh non, on est 2009. Fin janvier, j'ai fermé toutes mes cartes que j'avais dans tous les magasins, mes cartes fidélité, mes trucs, j'ai tout fermé. J'ai dit au revoir à mes chefs que j'adorais depuis 6 ans. J'ai adoré l'événementiel à Monaco, j'ai adoré l'opéra. Le Casino Rulle, c'était aussi une expérience. Mais vraiment, Monaco, ils m'ont aimé. J'ai trouvé une famille dans mon travail. Et je les aime toujours, je vais les voir. Et j'ai adoré l'opéra, j'ai vraiment aimé. El Grimaldi Forum, Béatrice, mais vraiment. Et du coup, je plie tout et je rentre. Je rentre en Suisse, 2009. Mon petit frère, il a un bébé en février 2009. En mars, il décède. Et là, j'ai compris pourquoi j'étais rentrée. Alors là, j'ai un choc, parce que je ne m'y attendais pas, parce que mon frère était dans une phase où il allait bien. Et en fait, il a été sur le balcon, fumé une cigarette et il est tombé. Donc, il y a des gens qui disent suicide et il y en a d'autres qui disent que c'était la fin de sa vie. Moi, je crois que c'était la fin de sa vie et que ce n'était pas un suicide. Ça, c'est ma version. D'accord? Je l'ai aussi regardé avec des médiums, j'ai demandé, c'est ce que je pense. Voilà. C'était la fin de sa vie. Pour moi, on me l'avait déjà dit à Monaco, que quelque chose allait se passer. Donc, et il y a des années plus tôt, j'avais dit à mes parents, quand on est allé au McDonald's une fois à Bulle, quand on était avec mon frère, j'avais dit, Pierre aura un fils, mais il ne le verra pas grandir et je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi je dis ça. Mais je l'ai noté sur un papier et je l'ai mis dans le portefeuille de ma maman, en fait. Et en fait, ma vie, elle a toujours été dirigée par ma conscience ou par mes guides, ou par mon moi supérieur, mais jamais par mon intellect. Pour aller 3 fois à la même place de travail à Londres, puis la 3e fois ça marche, il faut lâcher l'intellect. Si on garde l'intellect, on ne va pas une 2e fois. Après, je continue ma vie et je décide un jour d'aller au monastère bouddhiste. Et là, au monastère bouddhiste, la première fois que j'entre dans le temple, j'avais le cœur qui battait, mais un truc de dingue. J'ouvre la porte, ils étaient en pleine prière. Ces prières, c'est les prières du protecteur, en fait. Et je vois mon maître, Gonza Rinpoche, la botte de maintenant, du monastère, le chef de maintenant. Et du coup, je fais, oh, c'est lui que je cherchais depuis toujours. Et là, je dis à mon ange gardien, à ma conscience, merci de m'avoir amené ici, parce que c'est là que je vais faire nonne. Et il me voit, je le reconnais des vies passées, c'est mon maître, j'arrive. Il y a une femme avec un immense sourire, des yeux bleus, des cheveux magnifiques, qui me dit « Assieds-toi à côté de moi ». Ariella, qui est mon amie toujours, qui habite en Italie, chez un autre maître qui est ami de nous, dans un monastère à Albagnano. Et du coup, je m'assois à côté d'elle, je ferme les yeux, et là, j'ai ma bouche qui fait. Et je connais les paroles par cœur, sans les avoir jamais entendues dans cette vie. Et là, je dis « Ok, voilà ». Donc là, je comprends la réincarnation. Déjà, parce que je ne savais pas ce que c'était avant. J'y crois pas, je ne sais pas. J'étais toujours marche-cours, il fallait toujours que je cours pour gagner ma vie. Mais là, waouh. Et là, du coup, je commence à venir. On est 2009, juin, et je commence à venir, voilà, au monastère. Et là, tout de suite, c'est vraiment, j'ai une super connexion. Et j'aimerais comprendre pourquoi il y a des gens qui meurent à 33 ans comme mon frère, pourquoi il y en a qui meurent plus tard. J'ai plein de questions sur le bouddhisme. Et là, on m'a donné les réponses. Mes parents, ma maman avait un petit peu peur que je vienne ici parce qu'elle me dit « mais enfin, tu étais catholique » et puis tout. Après, il y a un jour, je lui dis « j'ai fait la prise de refuge », c'est-à-dire que j'ai changé de religion, je suis devenue bouddhiste. Ça a fait mal au cœur mes parents. Mais j'ai dit à mes parents « je lâche pas le catholicisme parce que je l'aime encore. Parce que quelque part, je vois la connexion entre le bouddhisme et le catholicisme. »
Et c'est grâce au bouddhisme que je peux prêcher pour le catholicisme quand on le critique, ce que j'aurais jamais pu avant. Je n'avais pas les arguments. Et en fait, Gonza Rinpoche a commencé à donner les cours. Donc, il donnait les cours, d'abord c'était 14 heures, maintenant c'est 15 heures, c'est égal, au temple où j'arrivais à y aller avec mon travail. Et là, ma maman, elle disait, mais enfin, t'étudies quoi? Et là, je lui disais, mais maman, il parle de la colère en ce moment. De comment la colère naît dans notre esprit, comment on va l'exprimer par la parole, par les gestes, par, voilà, ou par des actes, voilà. Et on est en plein sur l'entraînement de l'esprit. Et après, ma maman était vraiment, elle était pas très contente et j'ai réussi en fait à des fois avoir encore des défauts de Monaco, c'est-à-dire être un peu superficielle ou à dire « Ah, j'adore ma jupe, j'adore mes chaussures Gucci, mes machins, machin ». Et elle me dit « Oui, mais comment tu peux aimer ça quand tu étudies le bouddhisme ?» Enfin, ma maman, elle me dit « Mais enfin, il te faut commencer à lâcher un petit peu ». Donc, j'arrivais à mettre en valeur ma maman pour qu'elle me fasse des leçons, puis en disant « Ah, maman, tu parles comme Rinpoche ». Voilà, et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir ma maman moins anxieuse. Et voilà, donc 2009, j'habite à Corsier-sur-Vevey, chez Carole que j'adore. Je loue un appartement là, 2009, 2010, 2011, 2012. 2012 ou 2013, je ne me rappelle plus, je quitte cet appartement pour le Mont Pèlerin. Je viens vivre dans une petite chambre au Mont Pèlerin. Et là, en 2013, je vais avoir 40 ans. 4 jours avant mes 40 ans, je travaille au fitness. Et puis là, un jour, je manipule. Enfin, je dis à ma cliente qui est sur la chair press, je vais vite au petit coin, je reviens. Je pars au petit coin. Et quand je vais dans le couloir du petit coin, je vois un truc noir au-dessus de ma tête. Puis je fais quoi? C'est l'ange de la mort, je comprends pas. Je dis, t'es schizo. Je reviens 2 secondes après et je lui dis, viens, je vais te montrer là. Et avant d'aller au petit coin, il y avait une petite poignée en plastique là en haut. Là, il y a un poteau, des poulies, 2 poulies, une petite poignée en plastique, c'était pour ce genre de truc, voilà. Et là, je vois pas que ma chef l'a changé contre une barre de 25 kilos. Je tire le clou qui tenait, et elle tenait tout juste à 25 kilos, cette barre. Je me relève pour lui parler des groupes musculaires et je me la reçois au milieu de ma tête. Et là, ma vie s'arrête. Complètement. Je vais pas vous raconter dans les détails la galère, mais pour finir, 3 ans plus ou moins au lit, où on m'apporte à manger, je marche à l'équerre comme ça, j'ai plus aucun contact avec toutes mes places de travail, tout s'arrête du jour au lendemain. Et là, j'ai été reconnue à l'AI, à Sion, à la Souba. Voilà. Donc, j'étais 3 ans après à la Souba, je suis à l'AI. Faut peut-être expliquer ce que c'est l'AI. Ah, l'assurance invalidité, ça veut dire que je suis plus capable de travailler théoriquement jusqu'à la fin de ma vie. Donc, on a pris cette hernie discale trop tard, hernie discale cervicale. Elle a été opérée à Lausanne par un Iranien qui est né qui est de Shiraz aussi, comme moi, le docteur Sajadi. Il m'a très bien fait cette opération-là. Il a très bien fait celle en bas du dos. Malheureusement, elles ont été prises trop tard parce que mon généraliste ne pouvait pas croire que couché sur le lit, je pouvais mettre la jambe au plafond. Donc, vous n'avez pas d'hernie discale. Alors que juste avant, je pouvais la mettre sur le nez facile. Donc, je peux bien la mettre au plafond pour une hernie discale. Enfin, bref. Donc, si tu peux la mettre au plafond, tu as parlé d'hernie discale. Elle a été prise trop tard. Je ne sens plus ma jambe droite. La moelle épinière a été touchée. Je ne sens plus mon bras droit. Le système nerveux central a été touché et maintenant, quand je bois, quand je mange, je ne digère plus. Je dois faire des choses pour digérer. Soit prendre des petites pilules Velleda, soit prendre des pilules du médecin. Voilà. Bon. Et je peux parler de moi pendant des heures, mais écouter les gens et recevoir un film, moi, c'est très difficile. Donc, c'est pour ça aussi que je suis à l'assurance invalidité. Ça a été très dur pour moi parce que j'ai envie de faire du ski, mais j'ai qu'une jambe. J'ai envie de faire du vélo, je peux pas. J'ai envie de courir, mais ma jambe, elle tient de moins en moins. Et puis, il y a quand même, on m'a quand même dit, oui, mais je pense dans 10 ans, tu devras peut-être être un jour en chaise roulante. Et là, je dis non. Et là, je dis OK. Et là, en fait, j'ai 3 ans au lit, où j'ai 3 ans pour réfléchir, 3 ans pour revoir ma vie, 3 ans pour voir que je viens de l'Iran, et que j'ai tellement galéré dans ma vie, et que j'ai toujours été dirigée par ma conscience, par quelque chose d'autre. Et en fait, si on lâche l'intellect, on a accès à la conscience. Et la conscience, c'est la chose la plus intéressante du monde, car on vit dans un matérialisme qui est extrême au niveau du ressenti, mais aussi au niveau même dans la spiritualité, on peut être matérialiste en fait. Et à partir du moment qu'on peut
méditer et avoir un contact dans l'au-delà ou comprendre l'importance qu'on a avec les autres. Donc, si je prends les paroles de Jésus, c'est aime ton prochain comme toi-même ou ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. C'est le début du schmilblick. Et en fait, à cause des agrégats, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et le toucher, on fait la différence entre toi et moi, entre moi et l'autre. Mais si on va au-delà de ça, puisqu'une fois je suis sortie de mon corps et je suis montée au plafond, là, dans ma chambre, donc j'étais moitié morte, ou Rinpoche, à ce moment-là, plusieurs fois, il a dit allez lui donner des pulls bleus pour refaire marcher ces énergies, l'eau, le feu, le vent, enfin, voilà, la terre, dans mon corps, et elle est en train de partir. Et du coup, je suis montée au plafond, et j'ai vu mon corps sur le lit, et je ne me suis pas reconnue. Donc après cette expérience, j'ai vraiment compris qu'on est dans une pièce de théâtre, et que tout ce qu'on dit, c'est l'intellect, c'est de l'illusion. C'est égal quoi? Si on veut avoir accès au vrai, si on veut aller au-delà, c'est la conscience. La conscience. C'est la conscience qui peut nous guider dans les choses d'ici, qui m'a guidée dans toutes ces places de travail, pour ma survie, pour arriver à être danseuse. Et pourquoi j'aimais la danse, c'est pas l'applaudissement, comme j'ai dit avant, d'être aimé par le public, c'était cette connexion dans l'au-delà que j'avais pendant les cours de danse. C'était, je peux dire, un esprit, un état de méditation profond, parce bien que je danse comme ça. Quand le prof de danse donne les pas, je les écoute, mais au bout d'un moment, je les écoute plus. Ils s'impriment dans mon être. Et après, j'y vais sans réfléchir. Tac, 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 grand jeté, machin, tac, et tout. Et en fait, ça, c'était déjà un espèce d'état de méditation. C'est-à-dire que je ne m'endors pas, je suis dans le moment présent. Si t'es pas dans le moment présent dans la danse, tu te casses la figure, tu te tords la cheville. Tu es dans le moment présent. Et en fait, pour moi, c'est un espèce d'état de méditation, la danse classique, les cours, à ce moment-là. Mais j'ai aussi ce côté spirituel qui est fort. Et je ressens depuis longtemps qu'il y a autre chose. Et en fait, en étant devenue nonne à l'âge de 44 ans, eh ben, j'ai dit, je veux aller plus loin. D'accord? Et là, du coup, il me restait comme problème l'abandon. J'ai pu lâcher mes chaussures Gucci, j'ai pu lâcher mes robes, j'ai pu lâcher beaucoup de copines à un moment pour pouvoir me recentrer, faire ma carrière de nonne, c'est-à-dire cette nouvelle énergie de faire, voilà, bah, ça faisait déjà quelques années, 4 ans que j'habitais là. Et quand je suis devenue nonne, je me suis rendu compte, en fait, que toujours, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, il y a les gens qui disent « Ouais, mais enfin, attends, elle vécut à Londres, à Monaco, maintenant elle fait nonne. Non, mais c'est du n'importe quoi, laisse tomber cette fille. » Voilà. Et là, je me dis « C'est pas sympa. » Plutôt que de dire « Waouh, t'as eu les choses matérielles et tu les lâches pour aller dans la conscience. Tu les lâches pour aller plus loin. » Plutôt. Et c'est vrai que la critique, elle est facile. Mais dans tous les milieux, dans tous les domaines. Elle est facile, la critique. Et j'ai été critiquée, même dans le catholicisme l'été passé. Je suis allée dormir à la Turbie, dans un monastère catholique que j'aime, que je côtoyais tout le temps. Et qu'est-ce qu'on m'a regardé d'un sale œil avec ma robe. Et là, je me dis, merde. En fait, l'être humain, il y a vraiment ceux qui ont compris la religion. La religion, elle est très positive, elle est comme le sport. Elle peut t'amener des choses positives si tu sais la prendre positivement. Comme le sport, si t'en fais trop, puis n'importe comment, tu peux aller jusqu'à en mourir, casser ton corps. Donc c'est à toi de voir comment tu l'utilises. Il faut avoir l'intelligence de se dire, mais où je vais, comment je vais, tout ça. Et en fait, mon maître m'a donné un énorme cadeau. Donc Gonza Rinpoche, je précise qu'il est le responsable du monastère aujourd'hui ici, hein, depuis que je suis arrivée, depuis avant aussi. Et puis, il a éduqué les 2 maîtres du Dalai Lama, donc c'est-à-dire Geshe Rabten qui a fondé le monastère ici, qui est décédé ici, on l'a retrouvé en Inde, ça a été validé par le Dalai Lama, il a grandi ici, si vous voulez, et lui, il a été éduqué par Gonza Rinpoche, et Trijang Rinpoche qui a eu plusieurs maîtres, Trijang Rinpoche des États-Unis, qui a aussi eu son pied ici et en Autriche. Donc, je veux dire, on a eu les maîtres du Dalai Lama. Donc, je suis avec des gens qui ont un esprit extrêmement évolué. Et à force d'être avec des gens comme ça, de voir leur comportement, vas-y, fonce. Et en fait, on peut avoir des critiques. Et c'est pas parce que je suis iranienne que c'est facile. C'est pas parce que je suis suissesse que c'est facile. Et vu que j'ai un passé très superficiel, ça n'a pas été facile. Et j'ai toujours ce côté rigolote et puis un peu bling bling.
Je pars d'ici avec ma Fiat 500 décapotable, puis je mets la musique assez fort, j'adore, et puis waouh! Mais à ce moment-là, j'ai une envie de vivre, j'ai une force incroyable. Et en fait, je suis toujours dans la survie, quoi que je fasse. Maintenant, ma vie, elle est dans cette chambre, en fait, si on veut. Et là, je me dis, maintenant, après 6 mois, mon maître m'a titillé d'une certaine manière. Et c'est il y a 2 jours que j'ai compris, c'est pour travailler l'abandon. Et en fait, j'ai réussi. Je me suis rendu compte, dans une souffrance extrême que j'avais de cet abandon il y a quelques jours en arrière. J'ai pas pleuré, j'ai pas crisé. Ça se passe intérieurement. C'est une souffrance qui est tellement grande qu'au bout d'un moment, j'ai lâché mes agrégats, mon identité, et j'ai été voir qui j'étais. Et à ce moment-là, j'ai eu le contact avec ma conscience et je me suis rendu compte que je ne serais jamais abandonnée. Que c'est que un sentiment qui se passe ici, mais qui est une vue fausse, si on veut. Qui est un sentiment faux, que j'ai réussi à éradiquer. Mon grand maître, en m'ayant fait d'énormes sourires hier et avant-hier, ça m'a fait chou. Et c'est là que j'ai compris. Et je me rends compte que quand vous dites « je suis super heureux parce que j'ai eu telle et telle chose dans ma vie » ou « je suis super malheureux parce que j'ai eu telle et telle chose », c'est 2 choses qui s'annulent. Ça s'annule. Et c'est des états d'être qui sont totalement dans l'intellect, qui sont totalement dans l'attachement en soi et qui sont la source, la racine de la souffrance. Un grand bonheur, c'est de la souffrance. Un grand malheur, c'est de la souffrance. Et c'est grâce au comportement de mon maître, je ne vous dis pas ce qu'il a fait, mais il a eu le comportement juste pour me faire comprendre, me faire vivre, pas comprendre. Il y a la théorie, voilà, pour me faire vivre ça. Donc j'étais assise sur mon lit en tailleur, j'étais en train de méditer, chose que je fais jamais, mais j'avais rendez-vous avec Ivan Skibik, un super homme de YouTube, qui lui était cadre dans une grande entreprise et puis maintenant il aide les gens. Et je faisais la méditation avec lui un soir, et là je ferme les yeux, je pars dans l'univers très loin, et du coup, cet amas d'énergie, un nuage, un amas d'énergie me dit « sais-tu qui tu es ?» Je comprends pas la question. Et il me dit « je te fais revenir d'où tu viens. » Pourquoi? Parce que je viens de quelque part, je comprends pas ce que vous dites. Et après, je te reprends. Je comprends rien. Et j'ouvre les yeux, je fais « ma chambre !» Ah, c'est ma chambre. Et là, je fais « je suis non bouddhiste, j'avais complètement oublié. » Et après, je fais « ah ouais !» Je ferme les yeux, tsac, en tailleur, tsac, je repars dans l'univers et il me dit « sais-tu qui tu es ?» Et là, j'ai envie de lui répondre. Je comprends pas la question, mais elle me fait écho dans mes oreilles, soi-disant. Enfin, c'est ma conscience qui est partie dans l'au-delà. Et là, je fais « ah ouais, dans l'illusion, je suis Caroline non-bouddhiste. » Et il me fait « alors maintenant, tu as compris que c'est l'illusion. » Je fais « ah ouais, mais pour traverser le mur, pour arriver à comprendre ça, et pour arriver à comprendre ce qu'est la vacuité, pour arriver à comprendre que le bien, le mal, tout s'annule, pour arriver à comprendre. Et en fait, je me rends compte, mais il y a du boulot pour les gens qui passent leur vie avec leur téléphone portable. Et puis, j'existe en mettant une belle photo de moi au fitness. Mais moi, avant, j'ai aussi crâné en tournant les pages de mon livre, en vous disant « ah, puis j'ai fait ça, ah, puis j'ai fait ça ». Bon, voilà. Mais c'était pour vous dire que tout ça m'a amené où je suis aujourd'hui. On doit tous suivre son chemin, mais il y a une chose qui est importante, c'est de souvent lâcher l'intellect pour avoir accès à la conscience qui va vous guider, et c'est avec ça que vous pourrez maintenant vivre pleinement, vivre dans l'amour. Mais si c'est un amour qui disparaît, c'est-à-dire un conjoint qui décède ou un enfant qui décède, il faut aller au-delà de cet attachement qui pourrait être poison, c'est-à-dire de cette tristesse qui fait que je veux plus vivre parce qu'il est décédé, parce qu'elle est décédée. Hein? Je veux plus vivre parce que je suis plus médecin, je suis à la retraite, je sers plus à rien, je vais me suicider. Il faut pas oublier, dans le bouddhisme, c'est tellement bien expliqué, et le catholicisme dit la même chose. Donc le catholicisme n'est pas moins bon que le bouddhisme. Si vous vous posez des questions, allez lire les livres de notre maître Geshe Rapton ou Gonza Rinpoche qui vont vous donner les réponses. Et puis là, comme ça, si on arrête de faire des péchés, un mauvais karma, des mauvaises actions, on va avoir plus de bon temps
pour après avoir une certaine réflexion juste, parce qu'on peut aussi avoir une réflexion fausse, et avec ça, on n'avance pas. Et en fait, en étant guidé par des grands maîtres bouddhistes ou par un prêtre qui est formidable ou par un pasteur qui est formidable, quelqu'un qui est dans l'amour, c'est ça le plus important. Et il n'y a pas une religion qui est meilleure que l'autre à partir du moment qu'elles sont basées sur l'amour. C'est à ça que vous devez juger votre gourou. Ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre mari. Alors, il y a le gourou qui vous fait avancer avec la connaissance, mais vous pouvez aussi avoir un ennemi au travail qui vous fait avancer avec la patience et avec le lâcher-prise et avec le non-attachement au soi. Les religions ont toute leur importance à partir du moment qu'elles sont basées sur l'amour. Alors, effectivement, il y a eu des scandales sexuels dans une religion. Mais je dois vous dire qu'il y a aussi des scandales dans des familles, créés par des pères de famille ou voilà, ou autres. Et aussi pour nous, c'est à nous d'aller vers le ressenti, d'avoir cette connexion avec la conscience et de se dire, est-ce que ce prêtre, est-ce que ce pasteur, est-ce que ce rabbin, est-ce que ce moine bouddhiste, par exemple, va m'aider à avoir moins d'agression au fond de moi, va m'aider à évoluer. Et en fait, il y a de tout partout, et c'est à nous de choisir la bonne personne pour pouvoir grandir dans la spiritualité. J'ai envie de dire sans l'intellect, c'est-à-dire d'aller dans cet invisible, cette route vers la conscience qui va nous amener sur le chemin juste dans cette vie, avec un pardon pour les gens qui nous ont blessés. Le pardon, c'est très important, sinon on revient sur Terre, en fait, jusqu'à ce qu'on résolve le problème. Donc voilà, je voulais dire que les religions sont importantes et qu'il ne faut pas les dénigrer. C'est hyper important à mes yeux. Il y a des gens qui en ont besoin, il y en a qui n'en ont pas besoin, mais sachez que partout, on en apprend. Et une fois, j'ai été chez Swisscom pour mon téléphone et je suis tombée sur un homme qui n'avait pas de cheveux avec une grande barbe, mais il avait un chapeau, un képi. Et en fait, il m'a dit, vous êtes bouddhiste? Parce que j'avais juste ma robe, je suis pas habillée totalement comme ça quand je sors. Et je lui dis oui. Et là, il m'a parlé. Et moi, je lui ai posé des questions. Donc, il est musulman. Et en fait, cet homme avait une bonté et une douceur dans sa parole. Il avait une compréhension de ma religion. Il s'est intéressé à moi alors que moi, je voulais m'intéresser à lui. Il s'est intéressé à moi sur notre moyen de fonctionnement. Je vais parler des 3 poisons, l'attachement, la haine, l'ignorance, des 6 perfections. Et en fait, c'était un échange fabuleux. Voilà. J'ai tout fini. Merci beaucoup de m'avoir écouté si longtemps.